Bonjour, bonsoir. Mes chers amis, il y a une des choses qui mérite le plus. C'est lorsqu'un verre qui a un peu d'eau se croit plein alors qu'il est vide au deux tiers. Ça mérite. Donc, j'ai été dans un live il y a 2 jours, dimanche dernier. Un live que je suggère à tout le monde d'écouter. C'est le live, si je me rappelle bien, c'est le tribunal de Black Queen. Je vous suggère fortement de l'écouter, même si on n'est pas d'accord avec ce qui se dit parfois. C'est quand même très instructif d'entendre des points de vue différents. Ce qui m'a un peu irrité, je dirais plus qu'autre chose, c'est les gens avec qui j'ai débattu. J'ai débattu avec un certain Serge, un certain monsieur Serge, je le précise, et un certain monsieur Iron, ou Byron, quelque chose comme ça. Et c'était très fascinant parce que ils m'ont rappelé ces personnes qui se définissent uniquement par le nombre de livres qu'ils ont lus, ou encore par le nombre de définitions de mots qu'ils connaissent, ou les noms techniques des phénomènes, ou simplement encore parce qu'ils connaissent les noms des parties impliquées. Ils se pensent supérieurs aux autres. Donc, ils vont souvent vous dire, mais toi, tu ne connais pas le nom de celui qui a fait ça, donc on t'écarte. Ta logique n'est plus bonne. Vous comprenez? Ils me rappellent ces gens-là. Souvent, ils vont s'épandre en injures, en intimidation, élever le ton, vous brusquer, vous faire sortir de votre réflexion par l'insulte et par l'agression verbale. Alors qu'en fait, ils sont limités dans leur réflexion, en réalité, quand vous creusez, et le fait qu'il leur manque profondément d'humilité fait en sorte qu'ils restent dans l'obscurité. Pourtant, ce sont des gens très intelligents, en réalité. Et vous verrez que souvent, ils vont éviter des débats avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Parce qu'ils seront à court d'arguments. Ils vont aller sur la forme et jamais parler du fond. Oui, tu ne peux pas me donner la production de minerais de telle affaire. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas de PhD, je ne suis pas un professeur d'université, donc j'y vais avec mes propres réflexions, mes propres analyses. Je ne fais pas que répéter ce que j'ai lu dans un livre. Bref, donc j'ai participé à ce live, le tribunal de Black Queen, que je recommande fortement d'écouter. Et comme je vous disais, ces deux messieurs, dans une arrogance incroyable, dans une arrogance qui m'a un peu tué, mais surtout avec une certitude qui est quasi insultante. Surtout lorsqu'on découvre le vide de leur réflexion et le manque de profondeur de leurs arguments. Et encore, malheureusement, sur le sujet qu'on débattait, ils doivent être très remplis et très carrés dans autre chose, mais sur le sujet qu'on débattait, le conflit iranien et le conflit des puissances occidentales, leur profonde ignorance du sujet qui était débattu. Ils connaissaient évidemment le nombre de barils de pétrole qui étaient produits, mais ils n'avaient aucune connaissance de la mécanique et de la stratégie politique. Encore une fois, je dis aucune, j'exagère, mais basé sur l'échange que j'ai eu avec eux, non, ils ne peuvent pas. Alors, ils sont résolus à juste insulter, les cris, les interruptions grotesques et l'intimidation. Alors, mais je vais commencer rapidement par celui, quoi qu'il était irrespectueux en ma personne, mais il était le moins irrespectueux, en tout cas. Donc, je resterai poli envers lui et très léger. Donc, c'est un certain monsieur Iron qui m'expliquait, avec toute l'arrogance qui lui appartient, que la hausse de l'offre d'un produit ne peut pas être suivie par une hausse des prix du produit. Vous voyez, quand je parle de la limitation des connaissances des individus, c'est une connaissance incomplète. Dans la généralité, il n'a pas tort. Ce qui est fascinant, c'est que je l'ai dit avant, que je vous écoute, l'erreur que vous faites, c'est que vous utilisez des concepts généraux pour les adapter à des contextes spécifiques. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que lui, il oublie que dans le cadre d'un monopole ou d'un oligopole, il peut y avoir hausse des prix et en même temps une hausse de l'offre, puisqu'il n'y a pas de compétition et qu'il y a un seul individu ou un seul groupe d'individus qui contrôle l'offre du produit et donc le prix. Ce qu'il a aussi oublié, c'est qu'évidemment l'Occident où lui-même il vit est contre les monopoles et les oligopoles, justement pour éviter un contrôle de l'offre et un contrôle des prix. Donc, juste de là, il ne fait pas la connexion. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de toute façon, lui m'intéresse le moins parce que il fait juste partie du groupe, d'après ce que j'ai compris de la dynamique. Celui qui m'intéresse, c'est le leader de la chose, le leader de ce groupe-là. Alors, celui qui me semble être le leader de ce courant de penseurs, d'accord? Donc, dans mon argumentaire, lui expliquant les causes, selon moi, de l'invasion russe en Ukraine, j'avais parlé, juste pour lui donner quelques exemples, de l'énergie dans le charbon et de l'importance de l'accès à la mer Noire. Alors, permettez-moi ici, plus calmement, sans distraction, pour vous développer mes 2 points. Je pourrais en rajouter probablement quelques-unes entre temps, mais je vais rester dans les 2 points, vu que le TikTok me limite dans la durée de ma vidéo. Donc, on va commencer par la mer Noire. D'accord, monsieur Serge? On va commencer par la mer Noire. La mer Noire, en réalité, ne se déverse pas directement dans l'océan. En fait, c'est une mer intérieure qui est reliée à la mer Méditerranée par le détroit de Bosphore, si je ne me trompe pas. La mer Marmara et le détroit de Dardanelles. Donc, il y a 3 points d'accès vers la Méditerranée. En fait, ils sont limitrophes, ils sont pas éloignés. En fait, c'est par ces 3 passages que la mer Noire communique avec le réseau maritime mondial. Et je vais vous présenter les points clés du pourquoi de l'importance de la zone de la mer Noire. Premièrement, c'est, pour la Russie, c'est une projection de la puissance militaire russe. Il y a une grande base navale, une des plus grandes bases navales russes qui est dans cette région-là, de la mer Noire.
et qui permettrait à la flotte russe d'accéder à la Méditerranée par les 3 passages dont je vous ai parlé plus haut. Évidemment, c'est très important. Et la base navale, je pense, c'est Sébastopol, en Crimée. D'accord? Qui est naturellement un territoire ukrainien à la base, je vous précise. La deuxième des choses, c'est le contrôle économique de ce secteur. Parce qu'en réalité, c'est une route stratégique pour l'exportation du gaz et du pétrole russe. Ça passe par là pour sortir en partie. Et puis, fait intéressant, la majorité des ressources de pétrole et de gaz naturel se trouvent en réalité à l'ouest de la mer Noire, sur le plateau continental. Et ça, vous devez comprendre que c'est stratégique. Donc, cette zone-là, dans la mer d'Azov, là, c'est stratégique, qui fait partie des eaux intérieures de la Russie et de l'Ukraine, qui sont partagées. Rappelez-vous que ce sont les pays voisins. Il y a un enjeu politique pour la mer Noire, à nouveau, parce que c'est un tampon sécuritaire face à l'OTAN. La mer Noire, le contrôle de cette zone-là étire la zone tampon qui sépare la Russie de l'OTAN. Parce que l'Ukraine, en réalité, faisait aussi office de zone tampon, parce que rappelez-vous que l'Ukraine est très près de Moscou, hein, très très près. Vous imaginez que l'Iran soit près de Washington? L'Ukraine, la frontière ukrainienne à Moscou, je pense c'est moins de 4 heures de route. C'est très 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 près. Donc, une Ukraine qui rentrerait dans l'OTAN, ça veut dire que l'OTAN pourrait poser ses missiles, ses batteries, ses bases militaires à 4 heures, 5 heures de route de Moscou. C'est très important. Je vous précise encore, je ne suis pas là pour justifier l'invasion russe en Ukraine. Je vous explique juste ce que je pense être. Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle n'est pas correcte? Moi, de mon opinion, vous ne pouvez pas simplement envahir un pays ainsi. Ça ne se fait pas. Mais ça, c'est mon opinion. Vous comprenez pourquoi? Et je prends les choses de loin. D'accord? Donc, vous devez savoir que hors Ukraine, la frontière la plus longue entre l'Europe et la Russie, c'est la Finlande. À peu près 1340 km. Si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, la deuxième frontière la plus importante devient l'Ukraine, avec 1540 km. Donc, si vous mettez dans l'esprit d'un gouvernement russe qui est extrêmement fébrile et qui craint à tout moment d'être envahi, l'ouverture d'un deuxième front large de 1540 km est inacceptable. Parce que ça les prendrait, en plus, à 4 heures de route de Moscou, ça les prendrait en sandwich. C'est inacceptable. De leur point de vue, lorsqu'ils se regardent les choses de façon j'allais dire survivaliste, mais de leur survie, leur vie, leur société en danger, cette élite russe-là a jugé que c'est inacceptable. Simplement inacceptable. Donc, ça c'est pour le côté de la mer Noire. J'ai hâte d'entendre ce que M. Serge va me raconter. Allons au sujet du charbon ukrainien. Ah oui, il m'a pris il rigolait, oui, ça produit combien? Est-ce que tu sais c'est quoi le volume, le million de tonnes de charbon produit par la Russie? Encore une fois, je lui ai toujours dit dans cette discussion que sa réflexion est limitée. Il y a une partie qui est vide dans sa réflexion. Alors, je vais vous dire pourquoi. Donc, notons le côté déjà, les gisements de lithium, de gaz de schiste et de gaz naturel de l'Ukraine qui se retrouvent dans cette région envahie par la Russie. Avant la guerre, l'Ukraine était un grand producteur d'un combustible fossile qu'on appelle l'ouille. D'accord? C'est une forme de charbon intermédiaire, en fait. Donc, cette matière était principalement disponible dans la région criméenne. Certains rapports parlaient en fait d'énormes réserves, 600 milliards de tonnes de charbon, principalement l'huile dont je vous parle, qui sert surtout à la production d'électricité et de chauffage. Donc c'est une matière extrêmement combustible qui est très 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 prisée. Mais plus précisément, où est-ce que cette grande mine se trouve? C'est dans la région du Donbass, qui a été annexée par les Russes, où les Russes avaient fomenté des mouvements d'indépendance et les avaient financés. Où les Russes, dans une politique d'immigration agressive, avaient dilué la population ukrainienne à ce moment-là, et beaucoup d'Ukrainiens avaient obtenu des passeports russes, alors russo-ukrainiens. Donc, il faut que je vous mette rapidement dans la politique. Donc, une des grandes, d'ailleurs, monsieur qui aime les chiffres, monsieur Serge, une des grandes usines, il peut s'informer, c'est Komsomolets, d'accord, avec à peu près 1,5, 1,3 millions de tonnes par an de charbon. Ce que vous devez comprendre, sachant que la production russe de charbon est principalement dans la zone sibérienne, donc dans une zone très difficile d'accès, dans le nord de la Russie et du côté de l'extrême-orient russe, d'accord? Donc c'est des zones qui sont pas proches de Moscou, très loin de Moscou. Donc le charbon ukrainien permettait à la Russie de répondre aux besoins des régions frontalières avec l'Ukraine. Donc rappelez-vous encore une fois que Moscou a 4 heures de route. Cela permettait d'avoir du charbon à moindre coût du côté ukrainien pour subvenir aux besoins de ces régions-là qui sont très loin de la région sibérienne, tout en rentabilisant les exportations de charbon russe, parce que la Russie est un des plus grands producteurs de charbon dans le monde. Et cela aussi permettait à la Russie de garder une forme de réserve stratégique. Ça me rappelle un peu le concept américain avec le pétrole. D'accord? Les Américains sont parmi les 10 plus grandes réserves prouvées de pétrole dans le monde. Écoutez bien, les États-Unis sont un des 10 pays qui ont les plus grandes réserves de pétrole dans le monde prouvées. D'accord? Les États-Unis
sont dans le top 5 des producteurs de pétrole dans le monde. Si on inclut le pétrole de schiste, ils sont probablement les premiers. Je mets ça sous réserve. Si on met le pétrole de schiste, ils sont probablement les premiers. D'accord? Mais surtout, ce que vous devez savoir, c'est qu'ils sont les deuxièmes importateurs. Ils étaient les premiers importateurs il y a 2 ans. La Chine les a dépassés. Ils sont les deuxièmes importateurs de pétrole dans le monde. Alors, quand je dis ça, le cerveau de M. Serge, qui malheureusement sur ce sujet-là a une pensée très limitée, due à son ignorance de la stratégie politique et des mécanismes et des lectures des mécanismes fondamentaux, son cerveau a dû faire pouf, il a fondu. Je suis sûr, quand il entend ces éléments par rapport aux États-Unis, son cerveau ne comprend plus rien. Mais c'est tout à fait normal, parce que les Américains, il y a un 4e pan que vous devez retenir, ils bâtissent toujours ce qu'on appelle une réserve stratégique, parce que ce sont des gens prudents. D'ailleurs, je vous ai parlé plus haut de réserves de pétrole prouvées dans le monde. Figurez-vous donc que le 4e ou le 5e, je peux me tromper un peu à quelques lignées, mais on est dans le top 5. Le 4e ou la 5e plus grande réserve de pétrole prouvée dans le monde est détenue par qui? L'Irak. 143 milliards de barils. Le premier, c'est le Venezuela, l'Arabie Saoudite, et je crois le 3e, c'est le Canada. Mais vous savez, c'est quel pays qui précède l'Irak? Avec entre, je vous dirais, 159 et 209 milliards de barils de pétrole de réserves prouvées, exploitables, pétrole liquide, qualité numéro 1. C'est l'Iran. Suivez mon regard. Donc, le même monsieur Serge, qui m'expliquait à coup de suite, évidemment, et plein d'assurance, qu'il n'y a pas de guerre pour l'énergie. Surtout, il n'y a pas de guerre pour le pétrole dans le contexte du life, n'est-ce pas? Sauf qu'étrangement, les principales guerres impliquant l'armée américaine qu'on a eues durant les 50 dernières années n'ont pas été pour libérer le Cameroun, n'ont pas été pour libérer la Centrafrique, n'ont même pas été durant le printemps arabe pour sauver les Arabes, encore moins pour sauver les Rwandais, plus du million de Rwandais qui ont été tués, qui sont morts en fait suite au génocide. Ils n'ont jamais été là pour sauver un peuple avec un tel déploiement militaire. Mais comme par hasard, les seules guerres qu'ils ont menées, pleinement comme ils les mènent, ça a toujours été dans des pays riches en pétrole. L'Irak, la Libye et aujourd'hui l'Iran. Puis, Monsieur Serge m'explique encore une fois, avec l'arrogance du verre vide qui se croit plein, il m'affirme à force d'insultes et de manque de respect que, il n'y a pas de guerre pour l'énergie. Il les maintient. Sauf que les pontes même de l'administration américaine, je dis bien incluant Donald Trump, ont clairement spécifié qu'il menait cette guerre pour le pétrole. La preuve, pour le Venezuela, Trump a dit qu'il allait chercher le pétrole, rien d'autre. Que ce bon pétrole leur appartenait parce que le Venezuela les avait chassés. Que non, c'est à eux, n'est-ce pas? L'administration Trump, un des pontes de l'administration Trump, qui s'appelle, le nom de famille c'est Graham, je pense. Ce monsieur a clairement dit qu'ils allaient exploiter le pétrole iranien et les gens allaient être riches. Trump, d'ailleurs, lors d'une interview, n'a pas exclu qu'il pouvait saisir le pétrole iranien. Bon, je suis curieux de savoir d'où M. Serge prend cette arrogance. Bon, on peut être en désaccord, mais cette vidéo aujourd'hui, je la fais parce que c'est un manque de respect total et je ne tolère pas ça. Il fallait que je remette, comme on dit, l'heure à la bonne place. Bref, je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce genre de choses. Et c'est pas nécessaire de continuer pour moi, vous savez. Mais ce que je veux juste dire, faites très attention. Faites très attention là-dehors à tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, incluant moi-même. Vérifiez. Faites vos recherches. Il y a plein d'outils là-dedans. Avec l'intelligence artificielle, ça va être pire. Le narratif va être compliqué. Donc, ma sortie en réalité est pour dire aux Africains de faire attention. Arrêtez avec les jugements de valeur. On n'est pas dans un monde où les jugements de valeur ont leur place. L'impérialiste est dans son rôle de faire ce qu'il fait. Vous n'allez pas être d'accord, c'est votre problème. Et parce que l'impérialiste est dans son rôle de faire ce qu'il fait, l'Afrique a l'obligation d'apprendre de cela, d'apprendre des erreurs de ses ancêtres, d'apprendre de ceux qui ont pu intelligemment gagner leur liberté, même si c'est une liberté partielle. L'Afrique doit être humble. L'Afrique doit se considérer pauvre. L'Afrique doit se considérer comme un verre vide qui a besoin et qui a le potentiel d'être rempli. L'Afrique doit être humble, encore une fois, intelligente et stratégique. Car, je ne l'ai pas fait sur TikTok peut-être, mais vous allez la voir sur ma chaîne YouTube. J'ai prédit l'invasion du Venezuela. L'invasion. La guerre au Venezuela. J'ai prédit la guerre en Iran. Et ça fait, j'ai prédit ce que Israël allait faire. Et c'est arrivé. Et ça fait plus de 10 ans. J'avertis les gens autour de moi dans le privé et j'ai décidé de venir publiquement parce que je n'étais pas sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de venir publiquement parce que la probabilité se rapproche de plus en plus de 80% que les prochains à être colonisés, ça va être nous, l'Afrique.